Vous écoutez les podcasts de la team Géoloc. Dans cette série de podcasts, vous allez découvrir le projet InMob, la cartographie du handicap par mesure inertielle pour faciliter la mobilité. Aujourd'hui, nous vous diffusons la deuxième partie de la restitution du projet InMob. L'objectif de ces conférences est de restituer aux participants pourquoi ils sont dans le projet et qu'est-ce que la team Géoloc a été capable de faire au bout d'un an avec les données collectées. Dans cette deuxième partie, Damien Brosseau, directeur d'Okinéa Digital, va vous expliquer ce qu'est la conception inclusive et comment le projet InMob s'y inscrit. Bien, je me présente, donc je m'appelle Damien Brosseau, je dirige Okinéa Digital et je vais vous parler de conception inclusive et de mobilité, puisque c'est ce qui va nous intéresser. Vous allez comprendre tout de suite le lien avec InMob et le projet sur lequel on travaille. Donc pour les plus scientifiques d'entre vous, j'utiliserai certainement des abus de langage, pardonnez-moi. Et puis pour le reste des gens présents, j'essaierai d'être le plus vulgarisant possible. Et donc n'hésitez pas, en tout cas si vous avez la moindre question à la fin de mon intervention, j'essaye de tenir la demi-heure et je mets donc mon chrono. Alors Okinéa, je vois qu'il y a beaucoup de gens d'expérience devant moi, donc des gens d'expérience qui connaissent plutôt EO guidage, EO, EDPS selon... Et donc ça, vous reconnaissez ce son-là, vous l'avez forcément tous entendu dans votre ville, alors plus particulièrement pour des utilisateurs plus quotidiens, puisqu'en fait, EO Guidage, il y a 30 ans, crée le feu sonore radiocommandé pour permettre aux personnes aveugles de traverser la rue en sécurité. Et donc, dès lors, on est ce qu'on appelle dans l'accessibilité, et non pas dans l'inclusion, puisqu'on crée un dispositif dédié à un besoin spécifique, qui encore aujourd'hui, et même dans des pays comme les États-Unis, est envié pour son côté télécommande, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de trouver un bouton poussoir pour trouver la rue qu'on va pouvoir traverser en sécurité, tout en n'entendant plus le signal au milieu de la rue, et donc en se posant un certain nombre de questions. Moi, je suis arrivé il y a 8 ans chez Okinéa avec une mission d'innovation, donc de conception de nouveaux produits, de nouveaux services, avec un objectif un peu plus large que de faire traverser les personnes aveugles au droit d'un passage piéton, parce que c'est un petit bout de la chaîne de mobilité. Certes, nous avons développé les balises sonores, encore une fois, pour les personnes aveugles et malvoyantes, mais on a toujours eu en tête, et particulièrement même le fondateur, puisqu'il a commencé en se disant mais si je rendais un service de guidage complet, un fil d'Ariane digital, et donc à l'époque il a commencé à mettre des balises GPS sur des chiens guides il y a déjà plus de 15 ans, puisqu'il disait mais c'est dingue, on doit pouvoir rendre le service. On a eu l'utilisation de GPS spécifiques, comme le détournement d'un GPS cycliste qui s'appelait Capteo, Capten, certains en ont peut-être entendu parler. Donc encore une fois, un dispositif spécifique. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler de conception inclusive et de mobilité. Ça veut dire qu'on va devoir définir deux grands termes que sont... alors, pardon pour la répétition du son, que sont l'inclusion, puis la mobilité. Essayer de voir un peu ensemble, c'est de quoi on parle quand on parle de genre de défi. Quelques chiffres sans s'étendre trop, mais l'enquête mobilité des personnes du ministère de la Transition écologique parle de 181 millions de déplacements quotidiens en France. Ça compte les allées, les retours évidemment, une moyenne de 3 déplacements par jour du lundi au vendredi pour l'ensemble des Français, et 1h02 de temps moyen de trajet. Donc quand on parle de mobilité, on ne parle pas d'un fait anecdotique. Et si je centre un peu mon propos sur la mobilité urbaine, et qu'on le définit ensemble, finalement, vous le savez, c'est l'ensemble des déplacements inscrits dans un cadre urbain qui concerne les activités quotidiennes liées au travail, au shopping, loisirs, culture, mais inscrits dans un cadre urbain. Alors, c'est quoi la différence entre la campagne et l'agglomération? C'est évidemment la présence de transports en commun, puisque sur cette enquête-là, on se retrouve avec 50% des déplacements en agglomération supérieure à 100 000 habitants qui sont faits soit à pied, en vélo ou en transport. Mais on est tous piétons. Et donc, là aussi, on s'est posé un certain nombre de questions sur quel service rendu aux piétons. Comment un piéton, alors je parle d'un piéton voyant, construit sa mobilité.
L'inclusion maintenant. Alors l'inclusion a cette particularité d'être quand même définie. Je m'appuie aussi sur un ouvrage qui a été co-élaboré entre SEB, la société d'emboutissage de Besançon, donc qui fait des casseroles, hein, vous le connaissez évidemment, et l'association des paralysés de France qui a fait un ouvrage qui s'appelle Good Design Playbook. Bon, c'est pas très inclusif comme nom, parce que c'est un peu anglais, donc on met de côté tous les gens qui ne parlent pas anglais. Et pour autant, c'est un ouvrage de référence qui concerne le design inclusif, c'est-à-dire le design pour tous, mais fait donc pour tous dans toute la diversité, y compris les gens finalement qui cuisinent avec une seule main. Et finalement, quand je fais un dispositif de cuisine qui est utilisable avec une seule main, je rends bien des services, parce que le nombre de personnes qui utilisent une seule main au quotidien, évidemment, vous avez les personnes qui sont amputées, vous avez évidemment aussi les personnes qui se sont cassées un bras, mais vous avez aussi les gens qui s'occupent d'un enfant en même temps qu'ils cuisinent. Et donc, en fait, quand vous concevez de manière inclusive, vous concevez en prenant en compte la diversité. Alors, par opposition, si on définit l'inclusion, c'est important de savoir ce que c'est, de quoi on parle. L'exclusion. Je crois qu'on sait à peu près tout ce que c'est. Pour représenter, j'utilise une image avec un cercle, des points verts dedans et des croix rouges à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a une partie des personnes, alors on pourrait imaginer que ce sont des personnes qui sont en dehors du cercle. Ça peut être exclusion sociale, ça peut être exclusion par conception. C'est-à-dire que quand j'utilise un smartphone pour concevoir, j'exclus tous les non-utilisateurs de smartphone. Donc par conception, en tant que designer, hein, c'est le mot utilisé par concepteur, mais par inventeur de solutions, je suis par centrage exclusif d'un certain nombre de gens qui n'utilisent pas de smartphone. Intégration, c'est le métier d'Okinéa. Quand on fait de l'accessibilité, on fait ce qu'on appelle de l'intégration. On fait le pont entre ce qui n'a pas été pensé de manière inclusive et les personnes qui ne peuvent pas normalement bénéficier de l'accès à un bâtiment. Prenons un exemple, les architectes sont très peu formés aujourd'hui au contraste. Pourtant, le contraste, c'est la vie pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on cherche l'entrée d'un bâtiment, ce qui est quand même le cas d'un certain nombre de personnes par jour, je prends l'exemple d'un bâtiment public, on se dit oui, le geste architectural consisterait à fondre complètement les portes. Pourquoi faire? Ce n'est ni beau ni pas beau, l'entrée d'un bâtiment, c'est une fonction. Donc en fait, ce n'est pas discutable le fait de contraster cette entrée, puisqu'un certain nombre de gens se retrouvent à faire le tour d'un bâtiment sans trouver l'entrée, et ceci tous les jours. Alors évidemment, avec des miracles comme des feuilles A4 disposées, des flèches, on vient dénaturer le geste architectural. Et finalement, si on l'avait conçu bien dès le départ, on n'aurait pas été obligé de faire ce geste dit d'intégration. Et l'inclusion, c'est le vivre ensemble. Et donc le vivre ensemble, c'est pas juste pour dire que c'est bien de vivre ensemble, c'est juste prendre en compte cette diversité et s'en servir pour concevoir des choses. Donc si je résume mon propos, la mobilité inclusive, mon sens, c'est bien la mobilité pour tous, toutes et tous, avec une logique de correspondre à tous les besoins possibles. Donc ça soulève un certain nombre de questions, évidemment. Vous êtes toutes et tous voyageurs en transport en commun. La question, c'est est-ce qu'il est facile de concevoir un transport en commun aujourd'hui inclusif? La réponse est non. C'est pas facile puisque les infrastructures existent déjà. Donc il faut faire de l'accessibilité. Tiens, l'information voyageur, elle est juste visuelle. Bon, tant pis pour les personnes non-voyantes. Alors on fait des normes, des réglementations, et puis on va venir compléter cette information visuelle d'une information sonore. Très bien. C'est un mal nécessaire, mais si on avait à concevoir de zéro une ville inclusive, peut-être qu'on ne s'y prendrait pas de la même manière, puisque vous le savez, elles ont été conçues, ces villes, plutôt dans une logique non pas pédestre, mais plutôt pour la voiture. La majorité des villes en France ont été conçues comme ça, et je ne vous parle pas des États-Unis. Vous avez des magnifiques quadrillages qui sont censés, alors je ne vais pas faire de cours d'urbanisme, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais vous avez de magnifiques villes comme Lyon, où il y a quand même tout un tas de quartiers qui sont en train d'être rénovés pour justement donner plus de place aux piétons. Alors, juste pour l'anecdote, je me suis dit, parce que j'ai eu une conférence à faire sur l'inutilité du point bleu sur un fond cartographique, une conférence qui a été donnée à des designers, donc des concepteurs d'interface sur smartphone.
Et je m'étais dit, bah mince, Valérie, ça fait longtemps qu'elle me dit que le point bleu, c'est quand même la référence, on va pas s'attaquer à ça. C'est quand même... Bon, ça utilise le signal GPS, très bien. Bon, est-ce que ça marche globalement, on peut, si je vous posais la question, alors pas pour les personnes aveugles ou malvoyantes, mais on va dire que globalement, la réponse est ouais, ça marche pas mal. Ça marche bien. Et c'est Google qui le fait, c'est Apple qui le fait, donc bah, après tout, ça a l'air d'être un standard d'usage. Et donc, Lille, l'année dernière, avant de faire cette conférence, je me suis dit, bon, bah, on me donne rendez-vous au bistrot Cinsault vers midi. Et donc, vous avez une capture vidéo de mon point bleu qui se déplace. Et donc, pour le décrire, j'ai une vue de dessus. Donc, moi, je suis piéton, donc je suis dans la rue. J'ai une vue de dessus au-dessus des bâtiments. J'ai même l'impression de survoler des bâtiments. Et donc, je me dis résolument, la première pensée qui me vient, c'est on me prend vraiment pour un pigeon. Dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande un effort d'interprétation de mon environnement parce que c'est centré cartographique. Déjà, c'est la première chose. Donc, en fait, j'ai une carto de dessus. Alors oui, on représente le monde sous format cartographique depuis un moment, mais ça demande un effort. Si on n'a pas appris, si je vous téléporte dans une société où on n'a pas appris à utiliser une carte, bah, finalement, derrière, voilà, je ne suis pas facile d'appréhension. Et puis, bah, la vue de dessus, évidemment, pose un certain nombre de problèmes. Et puis, je détaillerai le mot pigeon sur le modèle économique des sociétés qui utilisent notamment nos données. Parce qu'en fait, bah, oui, il y a des fins marketing derrière. Le service, vous ne le payez pas, mais vous donnez vos données. Donc la vue pigeon, c'est celle du dessus. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'on m'a fourni un service qui est relativement pauvre, parce que bah, je survole des bâtiments, je dois interpréter. Et en fait, qu'est-ce que ça provoque en moi ? Ça provoque du doute, du stress. Vais-je arriver à ma destination sans encombre ? Puis je dois prendre le métro. Et alors là, et pourtant je suis pas aveugle, je ne sais pas si je suis l'individu moyen, je ne sais pas si j'ai moins ou plus de capacités que d'autres, mais j'ai comme l'impression quand même que dans le métro, je dois me débrouiller avec une signalétique pléthorique pour les voyants, une signalétique inexistante pour les non-voyants. Et puis pour la déficience cognitive, bon courage, parce qu'on est dans un milieu très lumineux, très bruyant, et puis avec des couleurs très vives, donc c'est vraiment problématique. Tant bien que mal, je réussis à faire mon trajet. Je me dis, je ne vais jamais y être à midi quand même. Et puis j'arrive avec une interprétation cartographique de Google qui me dit, tu es à peu près arrivé. Et il me représente, donc moi je suis face à un mur, et il me représente des petits pointillés avec mon point d'arrivée qui a l'air d'être à l'intérieur d'une cour, mais moi, face à moi, j'ai un mur d'un côté qui mesure environ 4,50 m de haut, et de l'autre côté, rien du tout. Donc finalement, je ne suis pas non-voyant, je ne suis pas malvoyant, mais je me retrouve avec un service relativement pauvre. Et comme je l'ai fait en captation directe, je me suis dit, en fait, est-ce que ça se reproduit régulièrement ? Et la réponse est plutôt oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des moments d'incompréhension et des moments de doute, alors que je suis sur une solution qui normalement est un espèce de miracle technologique et qui est majoritairement utilisée. Sauf que moi, je travaille avec des personnes non-voyantes. Donc ce miracle technologique pose un certain nombre de problèmes. Et ils sont au nombre de 3. Premier point, bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a des gens de géologues dans la salle. Le GPS, c'est pas la panacée. Quand on a commencé à faire des tests dans les fameux canyons urbains, donc les zones piétonnes, on s'est aperçu qu'une précision médiane est de 17 mètres à Lyon. Bon, guider quelqu'un avec 17 mètres de précision et plutôt 25-30 mètres à 90%, dans 90% du temps, on se retrouve dans une situation où c'est pas formidable. Alors la technologie, donc les canyons urbains, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça pose un problème que Valérie a évidemment évoqué, c'est que moi, j'ai pas vocation. On est né, nous, au Kinéa Digital, il y a 3 ans, dans un contexte qui est d'équiper le métro de Marseille. Donc dans le métro de Marseille, on doit disposer des balises Bluetooth, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur rapport qualité de localisation, coût d'exploitation, etc. Mais quand on en arrive donc on remporte aussi parallèlement le métro de New York sur une preuve de concept. Donc la différence entre Marseille et New York en termes de nombre de stations, c'est environ 480 stations de différence. C'est-à-dire qu'on est plutôt à 520 stations sur New York. Donc à chaque fois qu'on pense balise Bluetooth,
on pense à l'environnement qui est un petit peu mal, c'est-à-dire qu'il y a 2 accumulateurs, une chip Bluetooth, il faut en mettre beaucoup par station, parce qu'une station moyenne sur New York fait 20 000 m². Donc on est sur des cheminements qui sont relativement longs et relativement problématiques pour l'utilisateur, qui plus est, encore plus quand on est en situation de malvoyance. Donc la technologie, c'est soit à l'extérieur, je me fie au signal GPS, soit à l'intérieur, j'essaye de trouver le meilleur mix. Et donc là, je suis en 2018 et le meilleur mix, c'est les balises Bluetooth. Mais ce n'est pas sans poser de problème. Parce que figurez-vous que en utilisant ça, on utilise donc des ondes magnétiques, des ondes radio, qui sont donc perturbables. Et donc qu'est-ce qui se passe dans un métro ? À chaque fois que le métro arrive en station, il freine. Ça, vous appréciez plutôt, généralement. Et quand il freine, se passe un certain nombre de choses qui sont notamment de l'émission massive des perturbations électromagnétiques. C'est-à-dire que tout votre signal, votre boussole, on a fait des tests, donc la boussole, si on l'utilise par exemple pour donner la première instruction, dire à la personne partez à droite, et puis voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a 105 degrés de précision. Donc 105 degrés, si je vous dis de partir à droite, c'est peut-être à droite. Deuxième chose, on a un problème d'usage. Sur ces solutions-là. Vous l'avez vu, représentation cartographique du monde. On peut remercier quand même des grands acteurs majeurs comme Apple ou Google d'arriver à faire de l'accessibilité sur leurs solutions. On voit que ça progresse. Il y a de la vocalisation des instructions, c'est de mieux en mieux, et tant mieux. Mais on a quand même aussi cette problématique particulièrement de représentation du monde sous forme de cartographie, y compris si j'utilise de la réalité augmentée et que, soi-disant, c'est la panacée. En fait, comme on se fie sur un socle technologique qui n'est pas particulièrement parfait, on se retrouve avec des représentations cartographiques qui sont donc imparfaites, incomplètes, et puis avec des imprécisions aussi dans les instructions de guidage. En conclusion, déjà sur ces 2 points-là, à la question « ai-je réellement confiance dans cette solution technologique ?» La réponse est plutôt non. Alors on me dit toujours « ah oui, mais toi tu guides des aveugles, alors forcément tu es exigeant, il te faudrait une précision au centimètre. » Mais on ne parle pas de ça en fait. On ne parle pas du tout de ça. Quand vous avez une imprécision en tant que voyant, qu'est-ce qui se transforme en vous ? Quelle est la relation de confiance avec votre dispositif numérique ? Elle est très faible. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à l'information qui est dessus. Alors, ce n'est pas forcément explicite, mais ça se caractérise particulièrement par l'abandon d'utilisation de certaines applications, qui sont au final des gadgets et qui ne servent pas vraiment le propos. Et puis, moi, j'ai observé les gens au coin de la rue, et je m'aperçois de quoi ? En fait, il y a une forte utilisation du système signalétique urbain, à savoir les plaques de rue, chez des gens qui viennent se détromper avec la solution technologique. En conclusion, sur ces 2 points déjà, on est bien sur un effet dit d'information, et finalement le physique et le digital cohabitent parfaitement. Il n'y a pas de solution miraculeuse à ce stade qui permette de rendre le service dans un cadre de mobilité urbaine. Et je vous passe évidemment le côté changement de mode de transport, la multimodalité. Quand on voit aujourd'hui des pôles comme Roissy-Charles de Gaulle, le pôle bus-avion, c'est un enfer sur Terre pour tout le monde. Alors la question, évidemment, on pourrait dire oui, mais ça aurait pu être mieux conçu. Oui, mais aujourd'hui, on est obligé de faire avec. On ne va pas tout mettre à plat. Et puis, donc, à nous de trouver aussi ces solutions qui permettent l'intermodalité et donc le report modal de toutes les personnes. Et là, par exemple, plein de personnes, et particulièrement des personnes aveugles, ne demandent pas de transport de substitution. Et derrière, ça veut dire qu'il y aurait une possibilité, si j'avais la bonne information en tant qu'utilisateur malvoyant, de bouger en toute autonomie. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai certaines défaillances. Et le 3e point, qui est non négligeable, c'est le modèle économique. Oui, les solutions sont gratuites, mais on revend derrière vos données. Et donc, ces données, elles servent à des fins publicitaires. Et donc, pour illustrer mon problème, ce que j'appelle un problème de Gauss, alors je fais un jeu de mots avec grosse, parce que pour moi, c'est un gros problème. Donc, gros problème, c'est le problème de la moyenne. Alors, je vais l'illustrer de la manière suivante. Quand on conçoit quelque chose, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de design, on va faire ce qu'on appelle le persona, le fameux individu moyen. C'est ce qui nous met dedans à chaque fois. Il n'existe pas cet individu moyen. Donc, de fait, on va
supprimer 20% de la population, parce que c'est les extrêmes de la courbe de Gauss, donc c'est une petite montagne. On va supprimer les deux extrêmes, parce que c'est intéressant. On va se concentrer sur un contexte optimal. Le contexte optimal, c'est quand le transport urbain il arrive à destination à l'heure. Ok, très bien. J'entends des gens sourire, en tout cas. Donc déjà, monsieur moyenne, il n'existe pas. Voilà, il n'existe pas, c'est juste un stéréotype. Donc le plus intéressant en conception, c'est certainement pas de se centrer sur l'individu moyen, mais sur l'individu extrême. L'individu extrême, c'est celui qui n'a pas les capacités de tout le monde. Donc par exemple, le non-voyant est une source infinie de créativité et d'inventivité. Parce que derrière, on n'a pas tous les artefacts visuels. On est obligé de se concentrer sur l'essentiel, sur le service rendu. Et donc moi, j'ai la chance d'avoir de donner des cours en innovation. Et donc on me parle toujours, je vais créer l'application qui va révolutionner l'achat, etc. Je dis OK. Et le digital, admettons que le digital n'existe plus et vous ne pouvez pas voir votre service. Comment vous allez faire? Et en fait, on peut parler avec des mots en français et arriver à décrire le service. Et on s'aperçoit que le service, aussi digital soit-il ou aussi voyant, c'est-à-dire avec des interfaces visuelles soit-il, en fait, il n'y a pas de magie. Il faut réussir à l'expliquer en français. Donc le contexte réel existe, le contexte optimal jamais, et monsieur moyenne n'existe pas. En conclusion, on arrive à faire des services qui sont concentrés sur une espèce de pseudo-moyenne dans un contexte optimal, et donc en fait on fait ce qu'on appelle un service pauvre, où finalement la conception elle marche pour un petit nombre de gens qui ont des moyens. Alors des moyens, ça peut être des capacités, etc. Et puis globalement, on a un cercle très réduit d'utilisateurs très concentrés, très en efficacité sur leur smartphone. L'enjeu, vous le savez, c'est la mobilité autonome. Et c'est pour ça que nous, on a commencé à travailler dans les transports. C'est parce qu'on pense que le défi, il est là. On ne peut pas changer tout le transport. Ce n'est pas possible, ça coûterait trop cher. On peut adapter quand on crée des nouvelles lignes. On peut concevoir avec des usagers, c'est intéressant, quand on crée une nouvelle ligne de tram. Et je pense que c'est bien fait dans pas mal de villes. Par contre, le métro, on ne va pas le changer. Donc, on ne va pas tout changer. Donc, c'est comme ça qu'on en est venu à travailler là. Je précise que quand on parle du handicap et donc de l'inclusion, c'est-à-dire de vivre tous ensemble, on parle d'1,3 milliard de personnes en situation de handicap. C'est la Banque mondiale qui donne ce chiffre-là. Et donc, chez Okinea, on a l'habitude de le représenter de la manière suivante. On crée ce qu'on appelle des continents invisibles par typologie de handicap. Et donc, si j'assemblais toutes les personnes malentendantes, j'aurais plus aujourd'hui que l'Union européenne en termes de nombre d'habitants, si j'assemblais toutes ces personnes sur un seul continent. La même chose pour tout ce qui est déficience cognitive. C'est plus que la population européenne. Les malvoyants, alors j'arrive pas à retrouver, pardon. J'arrive pas à lire. Ça m'a changé, voilà, comme quoi. Plus que un peu moins que l'Indonésie en termes de population. Et évidemment, les personnes en fauteuil. Alors pour le coup, c'est en termes de nombre. Enfin, on le sait tous. C'est le plus visible. Mais c'est pas le plus présent. Par contre, ça nous invite à réfléchir le handicap comme étant source de créativité. C'est combien de personnes, par exemple, utilisent un seul bras. Je vous l'ai donné en intro cet exemple. Finalement, quand j'ai une jambe cassée, quand je suis fatigué, quand j'ai des chaussures inconfortables, donc ça, dans le Good Design Playbook de SEB, c'est parfaitement détaillé. Ce qu'on appelle les situations soit de handicap permanent, temporaire, situationnel ou de vieillissement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que en 2030, un peu plus d'un Français sur 5 aura plus de 65 ans. Donc, on doit réfléchir. Et oui, les personnes âgées, enfin en tout cas de plus de 65 ans, je ne sais pas si c'est âgé, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des smartphones. Petite histoire rapide d'Okinea, et je tiendrai mon timing. En 2015, on pensait déjà à faire une application de guidage inclusif qui guide les visiteurs en fonction des capacités et des besoins, donc tout handicap confondu. L'objectif était vraiment d'arriver à ça. En 2018, on commence à le faire dans le métro de Marseille et on s'aperçoit d'un certain nombre de limites technologiques. C'est comme ça que j'en viens à appeler Valérie, en me disant, il y a un problème quand même, on va devoir résoudre un certain nombre de problèmes, et on n'avait pas l'intention de le faire. Parce que chez Okinea, on n'a pas inventé l'électronique en voirie pour faire des feux sonores, on a inventé l'usage des feux sonores.
Oui, diffuser du son en voirie, c'est compliqué, mais on n'a pas inventé le haut-parleur et tout ce qui s'ensuit. Donc nous, on a plutôt l'habitude d'agréger de la technologie à des fins d'usage spécifiques. Sauf que là, avec le GPS et le Bluetooth, on en était arrivé à la limite, donc au plafond de verre. On avait parfaitement conscience aussi de ça, c'est que tout n'est qu'histoire de contexte. Donc vous avez soit des capacités que vous connaissez, soit des besoins, et qui sont d'ailleurs indépendants. Je peux être en fauteuil et vouloir aller rapidement prendre mon avion. Voilà. Mon besoin, c'est de prendre l'avion à l'heure. Mes capacités, c'est, vous le savez, je ne peux pas gravir plus de 5% sur plus de 15 mètres, etc., qui sont des contraintes qu'on comprend aisément. Donc, c'est le contexte. Donc, en fait, quoi de mieux que le smartphone, puisqu'aujourd'hui, le taux de possession des smartphones sur la population en situation de handicap est audité tous les ans aux États-Unis, et on peut faire l'analogie avec la France, il n'y a pas d'avance des États-Unis sur la possession de smartphones, il est de 89%. Donc, on a le même taux de possession que ce qu'on appelle la population générale. On a fait une étude de technologie, on s'est appuyé sur des chercheurs, et tout le monde nous a dit, vous verrez, l'ultra-wideband, ça va être génial. Problème, l'ultra-wideband, il est compatible qu'avec, en 2018, un smartphone. Donc, alors on s'est bien posé la question, on s'est dit, tant pis, on va demander aux gens d'acheter des smartphones à 1 200 €. Ce n'est pas vraiment notre vision de l'inclusion. Donc, on a tout de suite dit, technologiquement, on ne pourra pas faire ça. Donc, on a fait ce qu'on appelle un compromis, qui n'est, comme vous le savez, forcément, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Donc, on a utilisé le Bluetooth. Et donc, on en est arrivé au bout de 3 ans, là, on commence à se dire... saturation complète de la technologie. Il y a des technologies basées vision. Oui, ça existe, hein, on a parfaitement conscience. Moi, je passe mon temps à essayer les technologies concurrentes de ce qu'on fait comme service. Donc, on connaît des QR codes, colorés, pas colorés. Ils font des tests utilisateurs, c'est génial. Sauf que nous, ce qu'on a de nos retours, c'est dans la situation de transport, sortir son téléphone pour balayer son environnement, ça n'est pas un souhait, hein. Et particulièrement sur des personnes aveugles. On a déjà eu des retours d'expérience de personnes qui se sont fait évidemment voler leur téléphone. Alors oui, ça demande des questions d'éthique. Peut-on se permettre de voler un téléphone à une personne aveugle ? Je vous laisse y réfléchir, je n'ai pas de réponse. Mais a priori, voilà. En tout cas, ça se fait, je l'ai constaté. Donc on a fait ça, on s'est dit c'est incroyable, 2018, tout ce qu'on pourrait faire. Donc ce que disait Valérie, pour l'illustrer très simplement, c'est tout à fait ça. Il y a une croyance dans le fait que la technologie va tout résoudre. J'ai donc fait un panorama de toutes les solutions qui existaient, qu'elles soient concurrentes indirectes ou concurrentes directes. Ce que j'ai appelé les high-end technologies tech, donc Google Maps, Apple Plans, oui. Quand on voit les équipes qui mettent en œuvre, on le sait comme vous tous, on peut estimer que c'est d'une haute qualité technologique. Et globalement, ils font avec un parc de smartphones qui est relativement hétérogène. Problème, c'est pas très inclusif, souvent. Et puis, il y a un problème de modèle économique qui vient alimenter l'ambition technologique. Parce que oui, développer de la tech, ça coûte cher. Deuxième chose, ce qu'on a appelé les standards. Donc, c'est MAPI. Oui, ça existe encore. Je sais, il y a des gens qui me disent MAPI. Si, MAPI, ça existe, tout à fait. IR, Maps.me, qui sont des solutions sans supplément d'âme, qui ont une représentation cartographique du monde et qui utilisent le signal GPS standard. Pourquoi vous utilisez plus MAPI que IR que je ne sais pas vous répondre. C'est une question d'affinité. Peut-être vous aimez mieux les couleurs d'une appli que de l'autre, mais il n'y a pas de fonction discriminante. Et puis, il y a tout le panel que j'ai appelé inclusive pour tech, donc ce qu'on appelle, alors soit par centrage par type de handicap, et souvent, alors sans être péjoratif, mais je trouve que les solutions, elles ont un bon centrage, mais elles sont technologiquement peu abouties. Et pourquoi elles sont peu abouties ? Parce que ça coûte cher. Donc quand je reviens à mon troisième point, c'est que pour financer de la technologie et du développement technologique, déjà, c'est bien de ne pas le faire tout seul, parce que quand on est une équipe de start-upers de 3 personnes, finalement, c'est quand même dur de combattre Google. Hein, voilà, on peut être brillant, oui, d'accord, mais la force du nombre fait que, a priori, j'imagine que des équipes de Google, elles sont relativement bien capées et qu'elles peuvent résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, a priori, ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il faut se battre. Donc, il faut financer l'ambition technologique et la réponse à l'usage. Et la demande des personnes en situation de handicap n'est clairement pas d'avoir des applications dites stigmatisantes,
c'est-à-dire des applications dédiées par typologie de handicap. Donc il y a un panel de solutions qui existent, qu'on connaît tous, des solutions qui sont basiques, des solutions qui sont plus évoluées, et à chaque fois, c'est un combat, et d'ailleurs on le voit bien, elles ne sont pas étendues ces applications-là. Pour une raison relativement simple, c'est que en fait, à chaque fois, par exemple, quand une autorité de transport elle se pose la question de faire un choix pour une solution de guidage, elle dit « Ah, alors là j'ai un problème, il faut que je guide les personnes aveugles. Alors je vais essayer toutes les solutions. » Et puis j'en déploie aucune. J'en déploie aucune parce qu'en fait, derrière, j'arrive pas à avoir des avis et un consensus sur l'avis de mes associations représentatives, sur mes testeurs, etc. Et puis j'ai des gens qui me disent tout et son contraire en testant ces solutions-là. Finalement, c'est parce que toutes ces solutions-là, aussi bien soient-elles conçues d'un point de vue ergonomie, il y a une défaillance technologique que Valérie évoquait, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Donc en fait, ces solutions-là, ce n'est pas de leur faute si elles ne rendent pas le service, c'est que technologiquement, l'assise est défaillante. Le GPS ne peut pas faire de miracle. Vous payez Blind Square, c'est très intéressant, il y a plein de services rendus et c'est une application qui a conquis des millions de personnes aveugles, et bravo pour ça. Sauf que derrière, pas de miracle, ils ne vont pas réinventer la constellation de satellites. Donc il faut changer de paradigme. Alors notre besoin chez InMob particulièrement, avec InMob, vous l'avez compris, c'est qu'il y a une ambition de changer le mode de géolocalisation. Pour ce faire, on s'adosse, nous, en tant qu'Okinéa, à une équipe scientifique de renommée qui investit lourd en termes de temps et en termes de budget. On a le soutien de l'Agence nationale de la recherche là-dessus, dans le cadre du dispositif Labcom, mais nous, on investit aussi aux côtés de géologues dans le cadre d'une prestation de recherche. On a le soutien aussi de la Banque publique d'investissement sur cette thématique-là, qui est une thématique dite des plans d'investissement d'avenir, parce qu'on croit fortement que pour faire la mobilité inclusive aujourd'hui, si on ne change pas d'approche de géolocalisation, on n'arrivera jamais à rendre le service. Et encore une fois, l'utilisateur, lui, ce qui compte pour lui, c'est pas de savoir s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur et que la couverture elle soit hétérogène, c'est que le service soit rendu, et ce, peu importe l'endroit, tout au long de la chaîne du déplacement, que ce soit de la voirie, des transports et évidemment les milieux intérieurs. Donc en changeant d'approche, en tout cas la confiance qu'on a dans l'équipe et l'investissement que nous on met aussi là-dessus, on pense que ça va nous amener à de l'accessibilité, qui est donc le pont entre des mondes qui finalement n'ont pas été bien conçus et des utilisateurs qui viennent se heurter à ces difficultés de prendre le transport. Donc passer du pont à quelque chose de beaucoup plus continu et donc à l'inclusion. Donc c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que notre vision chez Okinéa, c'est ça, c'est le changement technologique majeur qu'on n'avait pas l'intention de faire au départ, mais on s'est dit, en fait, on ne va pas pouvoir soulever des montagnes et résoudre l'impossible, donc il faut changer la façon dont on va envisager de géolocaliser et in fine guider des personnes à besoins spécifiques qui, au final, servira à tous. Merci. Y a-t-il des questions ? Bon, moi, je veux bien commencer. Merci Damien pour ce brillant exposé. Là, c'est plus mon côté peut-être ingénieur qui prend le dessus. Il y a on va dire, des sites de test ou des compétitions comme on a pu faire, nous, à IPIN, pour évaluer les systèmes de localisation. Il y en a un qui s'est déroulé d'ailleurs aux États-Unis il y a 2 semaines ou la semaine dernière, où il y avait Naforio qui était présent d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre d'événements ou évaluations? Et deux, est-ce qu'il y a on va dire, je sais pas, une espèce d'autorité qui existe et qui pourrait être en charge, ou qui est déjà en charge de l'évaluation, mais peut-être spécifique du guidage des malvoyants dans l'Europe, dans le monde? Alors, pour répondre à la dernière question d'abord, l'autorité, j'en ai pas connaissance. Je pense que ce qui fait autorité aujourd'hui, c'est les tests utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, le juge de paix, et donc ça pose une problématique, ça pose, comme je disais, une problématique de technologie. Sait-on aujourd'hui rendre un service basé sur la technologie existante? Par exemple, je prends cet exemple-là. A priori non, sinon on ne serait pas tous là en train de travailler là-dessus. Et
le deuxième défi, c'est un défi d'ergonomie, qui n'est pas simple. Je prends l'exemple de la campagne qu'on a menée avec un laboratoire sur Lyon d'analyse du positionnement du regard des personnes en fauteuil. Les évidences, c'est quoi, hein? C'est de dire, bon, bah, pour les personnes en fauteuil, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un point bleu sur une carte et puis on lui donnera sa route et puis ça ira bien. Bah, ça, c'est encore une fois, c'est voir le monde sur l'ergonomie, on va dire, simple, simpliste malheureusement, parce qu'en fait, une personne en fauteuil, ce qu'elle va rechercher, c'est une cohérence dans son parcours. Et donc, en termes d'ergonomie, ce qu'elle va chercher à avoir, donc déjà, c'est pas avoir une interface de smartphone face à elle. Donc évidemment, quand on conçoit le monde avec un smartphone, on se dit, bah, les gens, ils vont bien regarder le smartphone. Alors quand on travaille avec des personnes aveugles, la chance, c'est justement, en termes de contraintes créatives, c'est le smartphone est dans la poche. Très bien. Ça amène plein d'autres défis technologiques. Mais pour les personnes en fauteuil, bah, finalement, il n'y a pas ce besoin de vouloir absolument, tout le temps, voir une interface. Donc on a un défi technologique, c'est la localisation. Voilà, on est dessus. C'est difficile. Il n'y a pas d'autorité. Et non, on n'a pas participé à des compétitions, parce qu'en fait, quand je voyais sur IPIN 2018, la taille des équipes de recherche, nous, on se sent tellement petit. Alors, on a une direction scientifique qui est parfaitement incarnée. Moi, j'ai un docteur en physique qui connaît bien ça et qui bosse évidemment avec le labo, qui s'appelle Johan. Mais en fait, nous, c'est vraiment la rencontre entre la technologie et l'ergonomie. Et donc, je prends l'exemple des équipes IPIN en 2018. Oui, elles peuvent guider une personne aveugle avec un dispositif instrumenté ou une solution basée vision. Mais derrière, ça donne quoi en produit? Et en fait, les compétitions, elles sont hyper inspirantes et hyper intéressantes d'un point de vue recherche scientifique. Mais derrière, il n'y a pas forcément de débouchés, ou alors des débouchés qui vont finir en dispositifs spécifiques. On en a encore eu un là récemment qu'on a vu. C'est un tour de cou pour personnes aveugles qui est avec une caméra et qui s'appelle Biped, je crois, ou quelque chose comme ça. À chaque fois, il y a un syndrome de l'émerveillement technologique et il n'y a pas d'expansion. Alors là, pour le coup, je peux en parler assez facilement. Pourquoi il n'y a pas d'expansion? Déjà parce que la logique de l'électronique, elle est relativement simple. C'est qu'il faut en vendre beaucoup pour que ça ne coûte pas cher. Et en vendre beaucoup quand on voit toute la difficulté et des entrepreneurs plutôt brillants qui développent des cannes connectées, des choses comme ça. Et bah derrière, en fait, la logique, il faut trouver d'autres modèles économiques pour pouvoir financer ça. Et non, un utilisateur aujourd'hui ne dépense pas 2000 € pour un dispositif spécifique, sauf certaines personnes. Le standard d'usage, c'est le smartphone. Donc oui, c'est pas agréable comme contrainte technologique, mais il faut faire avec. Donc non, en tout cas, moi je suis toujours curieux. IPIN, j'avais pour le coup vu l'ensemble des travaux de recherche. Valérie, dans son élan de générosité, m'avait envoyé les actes du congrès IPIN. Donc j'avais reçu un pavé, je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait c'était le livre IPIN avec un petit mot manuscrit de Valérie suite à notre échange. Donc oui, on a une passion pour ça. Derrière, on sait par contre qu'il faut franchir un certain nombre d'échelles technologiques pour passer de l'idée du laboratoire au smartphone. Mais en tout cas, merci pour la question. Merci Damien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour. Je voulais savoir le retour que vous avez de Marseille, des personnes aveugles marseillaises, avec votre système indoor là, de localisation dans le métro. Alors, le retour, il est relativement simple. Déjà, on a conçu la solution avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a présupposé, ce qu'on savait, c'est qu'au départ, on ne savait pas grand-chose. Donc déjà, ça permet de mettre de côté plein de choses et puis d'enlever tous les biais de conception. On a mis 3 ans à développer cette solution avec donc, des utilisateurs qui, au départ, étaient très insatisfaits. La première expérience, c'est quoi pour une personne aveugle? C'est de partir du bon côté. Donc ça, déjà, ça a été un premier défi. À partir de quel moment, quand vous prenez le transport, vous trouvez que l'expérience est la plus désagréable? C'est la question à laquelle on a dû répondre. La réponse est relativement simple, c'est quand vous prenez le mauvais transport. Voilà. En fait, tant qu'on ne sait pas faire prendre la personne, quand on ne sait pas faire prendre le bon côté de la ligne, donc le bon côté du quai, la solution, elle ne sert à rien du tout. Donc ça veut dire qu'en termes de développement, on parle ici de développement agile, hein, pour certains, vous connaissez peut-être, le développement agile, ça consiste à observer quel est le morceau de valeur qu'on doit fournir à un utilisateur pour qu'il soit content. Et donc, à répondre à l'inverse, c'est à partir de quand vous n'êtes pas content. Et donc, je vous ai donné la réponse. Donc, les résultats des utilisateurs sont plutôt bons aujourd'hui. On a un taux d'adoption qui est relativement faible, il ne faut pas se mentir, parce que une autorité de transport, elle fait le choix de communiquer.
à certains moments, en ce moment on est dans une période que vous connaissez qui est législative, on vient de passer une période présidentielle, donc en fait on est tombé dans un moment où la communication autour d'une solution comme ça n'est pas la première des priorités. Et donc nous on a rebondi en disant il faut aller voir toutes les associations une par une, celles qui ont participé au test, et présenter la solution et les aider à adopter cette solution qui encore une fois est gratuite pour l'utilisateur, donc ça c'est parfait, et qui permet de prendre le réseau de métro de Marseille. On a répondu à un appel d'offres donc dans le métro et on s'est aperçu, moi je ne connaissais pas Marseille particulièrement, mais le cas d'usage en l'espèce il est relativement simple, c'est que les utilisateurs aveugles aujourd'hui prennent majoritairement le bus. Parce que le niveau de service, mais ce n'est même pas une question de aveugle, pas aveugle, hein, c'est le niveau de service aujourd'hui pour couvrir une métropole comme Marseille, il est plus facile d'accès en bus. Réseau de métro, on est sur du transport lourd. Bon, voilà, il ne dessert pas parfaitement toute la ville. Donc évidemment, ça concerne qu'une petite frange de la population qui souhaite prendre le métro. Mais déjà, prendre le métro, vous le savez comme moi, ça peut être compliqué. En tout cas, on a des tests à Lille sur la même technologie. Et à Lille, on a un niveau de sécurité qui est bien supérieur sur les quais, puisqu'on a des quais qui sont fermés. Donc on n'a en plus pas la contrainte perçue par les utilisateurs de se dire je risque de me mettre en danger sur le quai. Donc là, on vient en plus enlever le côté danger qui amène une sérénité à l'utilisation du téléphone. Donc tout n'est que contexte, hein, vous le savez comme moi, même si technologiquement on y arrive et d'un point de vue ergonomie aussi. D'autres questions? Oui. J'arrive avec le micro. Merci. Je dois me rendre sur Lyon et vous avez le même dispositif sur Lyon si vous faites les études aussi là-bas Alors à Lyon, on a 2 stations qui sont équipées, qui sont Bellecour et Grange-Blanche. Bellecour parce qu'on a voulu commencer par la plus compliquée. Et là, on a un vrai changement technologique avec lequel Valérie n'a pas encore pu jouer. Mais t'es la bienvenue, Valérie, pour faire ça. On a changé le cœur technologique pour tester autre chose. Parce qu'en fait, on était saturé sur l'utilisation du Bluetooth. Avec notre fournisseur de positionnement actuel, et on a un enjeu qui est la conquête de l'autorité de transport, où on se dit de toute façon le service il doit être parfait ou ne doit pas être. Donc on joue notre dernier tour pour septembre avec l'autorité de transport de Lyon, donc si vous voulez venir tester, je vous donnerai mes coordonnées avec plaisir, parce que l'application n'est évidemment pas ouverte au public pour l'instant, mais elle est téléchargeable sur n'importe quel smartphone, iOS ou Android sans problème. Je veux bien, comme ça on fera l'essai. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui. Vas-y, le micro. Merci. Je voulais savoir, il y a un autre laboratoire à Lyon, Gossens. Est-ce que vous travaillez avec eux? Alors on les a rencontrés. Il faut savoir que dans la déficience visuelle, il y a plusieurs centrages qui existent. Le centrage de Gossens, c'est la détection d'obstacles. C'est l'augmentation, et je pense qu'Alban, tu connais plutôt bien. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien ça, c'est que la détection d'obstacles, c'est le centrage. Évidemment qu'ils en sont venus aussi à faire du guidage, mais en utilisant encore une fois la technologie qui est soit le Bluetooth à l'intérieur, avec des essais-erreurs. On va dire qu'on n'a pas tout à fait la même taille d'équipe. Nous, notre centrage, c'est trouver la route. Et on estime que des technologies additives, type détection d'obstacles, peuvent être intéressantes, mais ne doivent pas constituer l'essentiel du socle pour nous. Enfin, nous, on ne vend pas de dispositif à l'utilisateur final. On vient s'occuper de lui faire trouver sa route. Et donc, en fait, que la personne ait ou pas un dispositif de détection d'obstacles supplémentaire à sa canne ou à son chien, on va dire que c'est... Enfin, en tout cas, oui, on les connaît, on les a rencontrés, je connais bien le fondateur, on les apprécie, on se voit sur des fois des compétitions centrées sur la déficience visuelle. En fait, on n'a pas le même métier. Mais globalement, on a des métiers plutôt complémentaires et on se retrouve sur le même usager. Y a-t-il une dernière question avant la pause? Oui. Vous travaillez que sur les déplacements principalement, en fait. L'accessibilité de
de four, de machine à laver, des choses comme ça, vous n'y touchez pas. C'est juste sur les déplacements de personnes, de biens et de services. Alors c'est sur les déplacements des personnes essentiellement. Après, il s'avère que on commence sacrément à être connu. Voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que des entreprises comme Seb vont plutôt prendre des utilisateurs, donc des employés, des collaborateurs de chez nous, pour faire des tests, mais c'est plutôt en essai-erreur. Là, en ce moment, on a par exemple la direction inclusion de Carrefour qui est en train de se poser la question. Enfin, ils m'ont appelé pour me dire on aimerait tester plein de solutions. Je leur ai posé la question mais juste, vous voulez faire quoi comme expérience pour une personne déficiente visuelle dans un magasin ? Et donc, en fait, avant de penser aux solutions, il faut penser à quelle est l'expérience. Et derrière, on verra ensuite les solutions. Et donc, en fait, c'est ce chemin-là que les gens prennent. Donc, nous, on est appelés pour plein de sujets. Bien souvent, on répond pour faire avancer la cause. Mais on va dire que le métier, il est quand même pas. Nous, c'est de faire déplacer les gens et c'est d'éviter que les gens restent chez eux parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce qu'il n'y a pas l'information, parce qu'il n'y a pas le moyen d'accès. Mais il n'y a pas de sociétés qui ont l'envie ou l'objectif ou les financements pour éventuellement, on a l'achat d'un four, on voudrait l'adapter en sonore ou autre, ou une machine à laver, que ça soit compris dans le prix du produit déjà dès le départ. Ça, c'est une vraie bonne question. En fait, on en revient toujours à la même chose. C'est l'accessibilité globale. C'est l'inclusion, en fait. L'inclusion, c'est quand je conçois une cafetière qui n'a pas de bouton. Évidemment, alors c'est satisfaisant d'un point de vue, oui, alors c'est une interface totalement tactile. Oui, d'accord. Mais sur des personnes, donc des personnes qui ont un certain âge, ne pas avoir de retour tactile du fait qu'on est appuyé ou pas sur le bouton pose un problème et pose une irritation sur le produit. Donc c'est bien un effort de conception globale qui est à faire et par exemple, c'est pas à vous de payer pour la sonorisation de votre four, sincèrement. En gros, c'est ça, ouais. Non, en tout cas, la vision de l'inclusion que nous on porte, c'est de dire concevez mieux et que les designers soient éduqués à ça et qu'on ne fasse pas des choix technologiques qui visent à diminuer le coût, le coût de revient du produit en disant c'est pas grave, on enlève tous les boutons, on met une interface tactile et tout le monde sera content. Mais en fait, non. Donc sur la machine à laver, c'est la même chose. Sur le four, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, on a des fours qui sont pilotables. Par exemple, ce genre d'opportunité. Alors par la voix, par le smartphone, mais les applications sont pas accessibles. Ouais, c'est ça. Donc c'est dommage parce que là, pour le coup, en termes de conception, je viens bien faire une diminution de mon coût de revient parce que j'ai une application pour tous mes fours. J'ai un module de connectivité, mais par contre, je n'ai pas pensé à l'accessibilité, alors que du coup, une personne aveugle particulièrement pourrait piloter son four, soit par la voix, etc. Mais ça n'est pas pensé comme ça. Mais en clair, ma question de départ, c'est est-ce que vous le faites pas, mais est-ce qu'il y a personne d'autre sur le circuit Non, en tout cas, j'en ai pas connaissance. Je dis pas qu'il y a personne d'autre. Ce que je sais, c'est qu'il y a des entreprises qui travaillent en design for all. Donc voilà, mais souvent, c'est pas les entreprises qui vont faire la dernière cafetière à la mode. Voilà. C'est-à-dire, et donc après, on a heureusement des entreprises, je pense à Seb parce qu'ils ont vraiment une démarche exemplaire, mais aujourd'hui c'est une démarche qui est uniquement dédiée à une certaine gamme de produits. Et après vous avez des entreprises, je parle beaucoup sur la cuisine, mais Oxo par exemple, qui a été fait pour être inclusif, donc qui fait des essoreuses à salade qui ne bougent pas, des choses qui sont utilisables à une main, etc. Donc c'est vraiment ça, une démarche de design inclusif. Mais aujourd'hui, ce que vous demandez là, ça s'appellerait mettre en accessibilité des dispositifs, de grande consommation. Et aujourd'hui, ça reste compliqué à faire. En fait, je vais faire la pub d'Apple, mais Apple, ils vendent un téléphone qui est accessible pour tout le monde finalement. Exactement. Ils ont un dispositif inclusif. Parce que dès l'apparition de l'iPhone, ça a été conçu pour être vocalisé. Donc c'est inclusif. Et c'est le même téléphone que pour tout le monde. Il n'y a pas de. On paye le même prix qu'on soit handicapé ou pas. Exactement. Et c'est tout à fait la vision d'Apple qui est portée. Ouais. Exactement. Oui. Mais on paye pas plus cher parce qu'on parlez a un handicap au fait. Alors, l'élément de réponse là-dessus, c'est déjà nous, on a 2 équipes croisées, une Android et une iOS. Sincèrement, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de différence. Voilà. Et
force est de constater aussi qu'un grand nombre d'utilisateurs aveugles, je parle aveugles, pas malvoyants, se tournent vers Apple. Et que faut bien voir avant un dispositif. Je ne sais pas si vous avez connu Nokia Symbian. Le prix d'un Nokia Symbian, c'était 2 fois un iPhone. Donc en fait, l'expérience vécue de ce genre de dispositif spécifique, encore une fois, versus aujourd'hui un dispositif dit généraliste et qui est le même coût pour tous, je crois que c'était ça qui était dit. En fait, oui, c'est cher, mais c'est cher pour tout le monde en fait. C'est pas. Et dites-vous que Android évolue vraiment énormément. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs d'Android, mais la couche qui s'appelle Talkback sur Android a tellement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des utilisateurs qui ont un Apple depuis plus de 10 ans, je vous engage à regarder du côté Android. Mais dites-vous aussi une chose, c'est qu'un Android qui a le même degré de performance qu'un Apple coûte le même prix. Donc si vous avez besoin par exemple d'une batterie qui dure plus d'une journée, il faut un grand téléphone, pas pour utiliser l'écran, mais juste parce que la batterie derrière elle est plus grande. Donc voilà. Mais en tout cas, nous on fait pas de pub pour l'un ou pour l'autre. On a une équipe doublée qui développe en natif sur les 2 plateformes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes intéressé pour participer à une expérimentation ou vous voudriez simplement nous poser une question ? N'hésitez pas à nous contacter via notre page web. Le lien est présent dans la description de cet épisode.